Voici la Terre vue à une distance de 300 km. À cette altitude, on peut distinguer des figures dues à la main de l'homme. Ces points alignés au beau milieu du désert sont de grandes fermes irriguées par l'eau captée dans le sous-sol. Ces champs de coton du Soudan sont irrigués par l'eau du Nil. Les rectangles verts sont des champs d'une longueur d'environ 3 km. Cette bande de terre aride se trouve dans l'Oregon, un État du nord-ouest des États-Unis. Là encore, ces cercles verts sont des champs irrigués. Leur diamètre est d'1,5 km. Autrefois, la jungle d'Amazonie était suffisamment dense pour empêcher toute pénétration humaine. Ces images qui montrent la même zone de la jungle amazonienne ont été prises par satellite sur une période de plusieurs années. Elles montrent clairement la déforestation croissante qui s'étend de part et d'autre des routes que l'on voit au milieu. L'exploitation permanente de la surface de la Terre par l'homme amène des changements parfaitement visibles depuis l'espace. Au mois de juillet 1987, la population du globe a atteint les 5 milliards. Cette explosion démographique ne peut qu'avoir des conséquences majeures pour notre planète. Au cours des 11 émissions précédentes, nous avons étudié la naissance de la Terre et les principaux événements qui ont jalonné son évolution. Dans cette 12e et dernière émission, nous parlerons de notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voici comment la Terre est apparue par un beau matin de l'année dernière, à la suite de données renvoyées par un satellite artificiel. On dispose quotidiennement de ce genre d'éléments d'observation. Ici, le soleil brille sur le Pacifique, tandis que la nuit est tombée sur le continent eurasien. Et le soleil va se lever sur l'archipel du Japon. Même si depuis une trentaine d'années, l'homme a réussi à s'échapper des confins de la Terre, sa conquête de la nature n'a pas toujours été bénéfique, tant pour lui-même que pour la Terre où il vit. Dans cette dernière évocation de notre planète, nous allons aborder quelques-unes des conséquences qu'entraîne pour elle la civilisation humaine. Nous voyons ici la Terre en train de se former lentement dans les vastes espaces de l'univers. L'histoire de la Terre commence il y a 4,5 milliards d'années. Planétoïdes et météorites explosent au moment du choc avec la Terre. L'énergie dégagée fait fondre la croûte terrestre, qui est alors parcourue par des magmas à haute température. Au fil du temps, la Terre se refroidit et l'énorme quantité de vapeur contenue dans l'atmosphère se condense et donne de fortes pluies. Très vite, toute cette eau remplit les vallées pour former les mers qui recouvrent la surface du globe. C'est quelque part dans ces vastes océans et dans un passé très lointain que la vie a fait sa première apparition. Très vite, des organismes producteurs d'oxygène apparaissent et alimentent les océans en oxygène.
Dès lors que l'oxygène a été présent en quantité suffisante, l'évolution des créatures vivantes a progressé à grands pas. L'oxygène se dégage de l'océan et se répand dans l'atmosphère. Ensuite, l'atmosphère contient suffisamment d'oxygène pour permettre la vie sur la terre ferme. Un monde de végétation luxuriante et de créatures vivantes commence à s'étendre sur la Terre. À plusieurs moments de son histoire, la Terre a subi de profonds bouleversements. D'énormes météorites ont périodiquement heurté la Terre avec une prodigieuse force destructrice qui a fait disparaître de nombreuses espèces vivantes. Mais la vie a réussi à se maintenir. Le dinosaure en est un exemple. Les spécialistes émettent la théorie qu'il a été anéanti par le choc d'un planétoïde et remplacé par les mammifères au sang chaud, des animaux qui résistent mieux au froid. Ayant eu à surmonter différentes périodes de l'histoire au cours desquelles de grandes étendues de la planète étaient recouvertes par des glaciers sur des milliers de mètres d'épaisseur, ces mammifères ont rapidement évolué. C'est alors que parmi ces mammifères a émergé une espèce totalement nouvelle d'animaux capables de penser. D'une certaine façon, une espèce de mammifère a évolué avec des niveaux de raisonnement plus élevés que les autres. Ces magnifiques peintures d'animaux découvertes dans une grotte du sud de l'Europe ont été réalisées par nos ancêtres au cours d'une période glaciaire il y a plus de 20 000 ans. L'extraordinaire expressivité de ces dessins démontre que, même en ces temps reculés, le mammifère humain était doué de capacités artistiques élevées. On a également retrouvé sur un mur de cette grotte des empreintes de mains des hommes qui ont exécuté ces dessins. La capacité de raisonnement et l'utilisation des mains ont donné à l'humanité les outils dont elle avait besoin pour créer une civilisation. C'est avec ces outils que l'homme a commencé à se construire un habitat plus confortable au sein d'une nature qui n'était pas toujours clémente. Quels moyens l'homme, émergeant des grottes froides et humides de l'époque glaciaire, a-t-il utilisé pour se construire un mode de vie meilleur ? Cette zone aride se trouve en Israël. On pense que c'est dans cette région que l'homme a fait ses premières tentatives d'agriculture. Les vestiges enterrés d'un village vieux de 10 000 ans ont été découverts à cet endroit. Pour les gens de l'époque, ce village était ce que nous considérerions aujourd'hui comme un bourg, puisqu'il comptait environ 2000 âmes. De ces ruines, on a exhumé de nombreux outils agricoles. Parmi ces outils, il y a une meule de pierre qui servait à moudre le blé en farine et une très belle faucille en pierre et en os. On pense que la faucille servait à récolter le blé. Ces ruines sont un véritable monument à la réussite de l'homme dans ses premières tentatives pour passer d'une culture de chasse à une culture agricole. L'agriculture s'est peu à peu répandue du Moyen-Orient vers les contrées voisines.
Voici la partie centrale du désert du Sahara. Dans cette région, on trouve également des traces très anciennes d'agriculture et d'élevage. Des représentations de bétail sont délicatement sculptées dans la paroi rocheuse d'une montagne. Des animaux sauvages sont également peints sur cette paroi. Voici un dessin grandeur nature d'une girafe. Les gens qui habitaient la région en ces temps reculés vivaient probablement dans un relatif confort, leur subsistance étant assurée par différents types de gibier et de végétation qui les entouraient. Toutefois, la florissante civilisation agricole du Sahara n'a pas duré très longtemps, car les sources ont commencé à se tarir et cette riche terre verte est devenue de plus en plus brune. C'est un bouleversement climatique à l'échelle du globe qui est à l'origine de ce phénomène. Le principal facteur de changement climatique s'est situé dans le rapport entre le Soleil et la Terre. L'orbite de la Terre autour du Soleil varie d'une forme elliptique à une forme plus circulaire au cours d'un cycle d'environ 100 000 ans. Selon l'époque à laquelle ce cycle intervient, la distance entre le Soleil et la Terre varie énormément, ce qui entraîne de profonds bouleversements dans le climat de notre planète. Une autre grande cause de changement climatique se trouve dans l'inclinaison de l'axe de la Terre. À mesure que cet axe change, le degré d'ensoleillement d'une région donnée change lui aussi, ce qui affecte énormément le climat. Plus l'axe de la Terre est incliné, plus la quantité de chaleur solaire reçue par l'hémisphère septentrional est grande. Lorsque l'agriculture a fait son apparition au Sahara, la distance entre la Terre et le Soleil était relativement faible et le degré d'inclinaison de l'axe de la Terre était important. De ce fait, l'hémisphère nord jouissait d'un climat plus doux qu'aujourd'hui et la région du Sahara était couverte de végétation. Or, un changement d'inclinaison de l'axe de la Terre et l'accroissement de la distance Terre-Soleil se sont traduits par un refroidissement de l'hémisphère nord. C'est ainsi que la région du Sahara est devenue de plus en plus aride, contraignant les fermiers à se déplacer vers les contrées avoisinantes. Tandis que le Sahara devenait de plus en plus aride, le bassin du Nil conservait une abondante végétation qui attirait en grand nombre les peuplades du désert. C'est un changement climatique qui a poussé les habitants de la région vers les rives du Nil et a présidé à l'établissement d'une civilisation plus avancée. Au bout du désert vallonné se dressent des formes géométriques. Ce sont les pyramides, symboles de la civilisation de l'Égypte antique. La plus grande est haute de 146 mètres, pour une longueur de 230 mètres à la base. On dit que 100 000 ouvriers ont travaillé pendant 20 ans pour sa construction. Il s'agit de la plus grande construction de pierre jamais réalisée par l'homme. Le visage d'un pharaon a servi de modèle à ce sphinx. Ces ouvrages colossaux ont été construits il y a 4500 ans, ce qui coïncide avec l'époque où le Sahara devenait de plus en plus aride. Les souverains des populations qui se sont regroupées ici dans l'Antiquité étaient les pharaons.
les pharaons créèrent un puissant État agricole reposant sur la construction de canaux et d'installations d'irrigation en des points stratégiques. La vie de la population est dépeinte sur les murs de leurs tombeaux. On y voit des hommes qui pratiquent l'agriculture intensive dans la vallée du Nil. C'est cette florissante société rurale qui a fourni les bases de cette civilisation très avancée. On dit que la construction des pyramides d'Égypte a été la cause d'une vaste déforestation, car le transport des pierres utilisées pour cette construction aurait nécessité des troncs d'arbres d'un volume plusieurs fois supérieur à celui des pierres. On pense que cette déforestation a contribué à la désertification du Sahara. Dès l'aube de l'histoire de l'humanité, l'absence de respect de la nature montre à l'évidence qu'une appropriation inconsidérée des ressources naturelles peut avoir des conséquences catastrophiques sur l'environnement. La Méditerranée a toujours été un carrefour de civilisations. Elle a servi de cadre à différentes civilisations, dont la Grèce et la Rome antique. Lorsqu'on voit cet endroit aujourd'hui, on a peine à croire qu'autrefois, il abritait la civilisation la plus évoluée de l'époque. Voici le temple de Poséidon, auquel sont attachés divers mythes et légendes. Cet édifice, dont la beauté nous impressionne des milliers d'années plus tard, témoigne assurément de la prospérité et de la vitalité de la civilisation qui régnait ici jadis. Dans l'Antiquité, lorsque les Grecs puis les Romains régnaient sur ces vastes empires, Éphèse était un port de mer extrêmement actif. En ruine aujourd'hui, ce grand amphithéâtre pouvait recevoir 24 000 spectateurs. C'est un monument à la prospérité de cette ville. Ici, nous voyons les ruines d'une bibliothèque autrefois réputée et que fréquentaient de nombreux savants des villes du littoral de la mer Égée. Ces colonnes de marbre et la splendide décoration murale sont des vestiges d'une civilisation très aboutie. La ville d'Éphèse comptait de nombreux édifices aussi somptueux que celui-ci. Mais le déclin d'Éphèse a commencé au début du 7e siècle. Ce phénomène a du reste affecté la plupart des cités-États de la civilisation gréco-romaine. La raison de la décadence de ces civilisations anciennes est un énorme point d'interrogation dans l'histoire et fait aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches. Parmi les raisons avancées, il y a une modification de l'environnement. On pense que si l'on parvient à déterminer les types de végétation qui ont prévalu à différentes époques historiques de l'existence d'Éphèse, on pourra déterminer le climat qui régnait à ces époques.
L'une des méthodes permettant de déterminer ces types de végétation consiste à analyser les différentes sortes de pollen trouvées dans les strates du sol. Ce genre d'analyse est possible parce que le pollen est très lent à se décomposer. En définissant la nature du pollen qui prévaut dans une strate donnée, on peut définir le climat qui régnait lors de la formation de cette strate. L'analyse du pollen doit non seulement renseigner sur le climat, mais aussi sur les modes d'agriculture qui étaient pratiqués, ce qui permet d'avoir des informations sur les activités des gens de cette époque. Voici le début de l'analyse d'un échantillon de sol prélevé dans la région d'Éphèse. La plus grande quantité de pollen trouvée dans cette strate vieille de 2000 ans est du pollen de blé. C'est à peu près à cette époque qu'Éphèse était à l'apogée de sa prospérité. Cette forte proportion de pollen de blé dénote qu'une aridoculture intensive centrée autour du blé était alors pratiquée dans les montagnes proches d'Éphèse. Dans des strates plus anciennes, on trouve du pollen de plantain. Les plantains sont des plantes herbacées que l'on trouve communément dans les prés. Au cours de cette période, l'une des principales activités consistait à faire paître les moutons et les chèvres. L'analyse de strates encore plus anciennes, qui datent de 4000 ans, révèle que le pollen le plus communément rencontré pour cette époque provient du chêne du Japon. Ces éléments ne peuvent qu'indiquer que d'épaisses forêts recouvraient les collines autour d'Éphèse avant que cette région ne soit habitée. C'est ainsi que l'analyse du pollen a montré que l'environnement d'Éphèse est passé d'une région fortement boisée à des pâturages, puis à de la terre cultivable. La déforestation de cette région a été suivie par la création de pâturages et l'extension de l'agriculture. Quelles répercussions ces activités humaines ont-elles eues sur l'environnement d'Éphèse? Les scientifiques ont une explication. La forêt est un réservoir d'eau naturelle. Le rayonnement solaire qui la frappe provoque un dégagement de vapeur d'eau qui s'élève dans les airs. Condensée en nuages puis en pluie, cette eau revient sur le sol. Couvert de feuilles mortes et de terre végétale, le sol de la forêt stocke l'eau de pluie et ainsi le cycle peut recommencer. La forêt joue un rôle essentiel dans la circulation de l'eau. En abattant les arbres des forêts, en créant des pâturages et en cultivant la terre, l'homme rompt ce cycle. La nature ne peut que réagir par des mutations radicales. Lorsqu'une forêt a été abattue, le sol, qui est toujours recouvert de terre végétale, peut continuer à stocker de l'eau pendant un certain temps. La vapeur s'élève de la terre, puis il se met à pleuvoir. Mais lorsqu'il n'y a plus d'arbres pour retenir la couche de terre, celle-ci est très vite emportée, ne laissant qu'un sol dénudé. Dès lors que le sol est privé de sa couche protectrice, la flore ne peut survivre et la civilisation perd les fondements de son existence. L'homme ne pouvait plus cultiver la terre à Éphèse, et son mauvais usage de la nature a entraîné le déclin du commerce de la cité. Voici une image du littoral avant que l'homme ne s'installe à Éphèse. Au fur et à mesure que les montagnes ont été dégarnies de leurs forêts protectrices, la couche de terre végétale a été emportée vers le port. Et plus cette terre était emportée vers la mer, plus le port s'est comblé. À l'époque de l'Empire romain, la population d'Éphèse a fortement augmenté, ce qui n'a fait qu'intensifier le massacre des montagnes environnantes.
Il en est résulté une érosion plus rapide du sol et le flot de terre et de sable amené dans la baie a obligé les navires à charger et décharger de plus en plus loin de la ville. C'est au 7e siècle que le port a été totalement comblé et qu'Éphèse a perdu sa fonction de cité maritime. La population a alors abandonné la ville qui est peu à peu tombée en ruine. Le littoral méditerranéen a vu s'épanouir les civilisations grecques et romaines. Comme les collines d'Éphèse, cette colline devait être recouverte d'une végétation luxuriante autrefois. La chute d'Éphèse illustre ce qui est arrivé à maintes autres cités prospères qui étaient situées sur les rives de la Méditerranée, telles Athènes, Sparte, Carthage et Rome. Certaines de ces cités antiques devaient leur prospérité au commerce ou à la puissance militaire, tandis que d'autres ont permis l'épanouissement des arts. Mais aucune civilisation, quelle que soit sa créativité, ne peut se libérer de la dépendance de l'agriculture. En fait, ces civilisations anciennes ont forgé leur propre destruction. Ayant dévasté le sol des régions côtières de la Méditerranée, la civilisation est remontée vers le nord, en quête d'un nouveau cadre. Le berceau de cette nouvelle civilisation a été la grande forêt d'Europe, qui s'étend au nord des Alpes. L'Europe était recouverte d'une étendue de forêt vaste comme un océan. Elle possédait un épais couvert de forêts de hêtres, de chênes du Japon et d'épicéas. Dans ces forêts, différentes formes de cultures qui avaient fleuri dans les régions méditerranéennes sont venues puiser leur substance. Parmi ces cultures, il y eut le christianisme. D'abord, on construit une petite église. Ensuite, on élague la forêt en clairière pour l'agriculture et l'élevage. S'il était bien situé et prospère, le petit village devenait bientôt une ville qui ne cessait de s'étendre. En Europe, au Moyen Âge, il y a 1 millier d'années, le déboisement a commencé à grande échelle. Voici Nördlingen, en Allemagne fédérale. Cette ville est issue également d'un petit village au cœur de la forêt. Au milieu, la classique église entourée de maisons. Les abords du village ont été déboisés pour créer des terres cultivables, devant permettre de subvenir aux besoins de la population. Voici la cathédrale Notre-Dame qui surplombe la Seine. Il y a 800 ans, Paris était aussi un petit village, au milieu duquel il y avait une église. L'évolution de Paris a suivi le même schéma que la plupart des grandes villes d'Europe. Voici une photo du Paris actuel prise par le satellite d'observation terrestre Landsat. La partie rougeâtre qui s'étend de part et d'autre des boucles de la Seine représente l'agglomération urbaine de Paris.
La partie vert foncé indique la zone boisée dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Cette photo montre l'énorme déboisement qui a eu lieu lorsque la France a déblayé du terrain pour faire face à l'accroissement de sa population. Voici Berlin, au cœur de l'Europe septentrionale. Vers la fin du XVIIIe siècle, il ne restait pratiquement plus rien des forêts avoisinantes. La partie verte que l'on voit aux abords de la ville est une zone de reboisement dans laquelle on a tenté de compenser la déforestation du passé. Le siège du gouvernement de Grande-Bretagne se trouve à Londres, ville construite sur les bords de la Tamise. Jadis couverte d'immenses forêts, la Grande-Bretagne n'a plus que 9% de sa superficie totale qui soit boisée. En fait, de tous les pays modernes d'Europe, c'est la Grande-Bretagne qui a subi la déforestation la plus complète. En principe, un déboisement aussi massif aurait dû réserver à l'Europe le sort qu'avait connu le bassin méditerranéen. Mais quelque chose a sauvé l'Europe de la dévastation totale. Et ce quelque chose, c'était le nouveau continent américain. De la Méditerranée à l'Europe et de l'Europe à l'Amérique, la civilisation a étendu son rayon d'action, toujours en quête de nouvelles forêts. Les immigrants ont emporté avec eux un peu de leur vieille Europe. Ils ont appelé leur nouvelle ville du nom de celle qu'ils avaient quittée, New York ou New London. C'est ainsi que de nouvelles petites Europes ont été créées tout au long de la côte est de la Nouvelle-Angleterre. Le dernier des nouveaux mondes, l'Amérique. Au cours de l'installation des colons en Amérique du Nord, ont été jetées les bases de la civilisation moderne que nous connaissons. De même qu'en Grèce, à Rome et dans d'autres États d'Europe, les forêts et la végétation ont joué un rôle vital pour permettre à l'Amérique de devenir la puissante nation qu'elle est aujourd'hui. Au cœur du Middle West, d'immenses exploitations agricoles font du Nebraska le grenier de l'Amérique. Ce système d'arrosage fait 750 mètres de long. C'est grâce à l'utilisation d'énormes machines et d'engrais chimiques qu'il a été possible de pratiquer l'agriculture sur une échelle jamais vue jusque-là. L'homme a pu obtenir d'abondantes récoltes en ajoutant la puissance industrielle à la productivité naturelle du sol. Le fondement sur lequel repose cette puissance industrielle, c'est le pétrole. Le sol très fertile du Nouveau Monde n'a pas été seul à permettre l'éclosion de la civilisation américaine. L'Amérique possède d'abondantes ressources énergétiques naturelles, dont le pétrole. Grâce au pétrole, les États-Unis ont créé l'une des civilisations technologiques les plus élaborées de l'histoire de l'humanité. Les anciennes civilisations étaient totalement tributaires de la productivité de leur agriculture, et la destruction de cette agriculture sonnait le glas de la civilisation. En revanche, la civilisation moderne a réussi à survivre grâce à la consommation d'énormes quantités de combustibles fossiles.
10 000 ans seulement se sont écoulés depuis l'aube de la civilisation. Or, notre planète se trouve aujourd'hui confrontée à une pollution croissante qui la menace dans son existence. La civilisation est en train de découvrir qu'il existe de nouvelles limites et qu'elle doit y faire face. Voici une photo de la région des Grands Lacs au nord des États-Unis la nuit. Cette photo a été prise par un satellite artificiel équipé d'une caméra spéciale. Les États-Unis tout entiers scintillent tel un continent de lumière. La quantité d'énergie consommée pour éclairer un continent comme celui-là défie l'imagination. Cette photo montre les lumières utilisées par les bateaux de pêche japonais pour attraper des seiches. Les villes et les bourgs qui s'égrènent le long de l'archipel du Japon bordent le littoral d'un filet de lumière. On dit que les habitants des pays industrialisés consomment autant d'énergie en une journée qu'une personne en consommait en une année il y a 1000 ans. La capacité de maîtriser et d'utiliser de grandes quantités d'énergie a permis à l'humanité moderne d'avoir une vie aisée. Mais ce même schéma de consommation a permis la propagation aux 4 coins du globe de l'exploitation irraisonnée de la nature par l'homme. Il y a seulement un siècle, le monde paraissait étendre ses limites à l'infini. Mais aujourd'hui, rétrécis par la technologie, les océans peuvent être franchis en l'espace de quelques heures et des communications peuvent être établies instantanément avec l'endroit le plus reculé de la planète. Les îles Hawaï sont situées au beau milieu du Pacifique. Eh bien, malgré l'éloignement de toute zone industrielle, l'air qui flotte au-dessus de ces îles isolées commence à être victime de la pollution mondiale. Les scientifiques surveillent de plus près l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Produit par la combustion des combustibles fossiles, le gaz carbonique menace d'altérer fortement l'environnement de la Terre. On pense que l'augmentation du taux de gaz carbonique risque d'entraîner un accroissement de la température moyenne par suite d'un phénomène appelé effet de serre. Voici l'observatoire du Mauna Loa. Commencé en 1958, les observations confirment que le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère n'ont cessé d'augmenter depuis. La densité de gaz carbonique, qui était de 280 ppm avant la révolution industrielle, atteint 350 ppm aujourd'hui. Quelles en sont les répercussions sur notre planète? Le professeur Shukuro Manabe de l'Université américaine de Princeton se sert d'un ordinateur pour simuler les répercussions sur le climat. Le professeur prévoit que la densité de gaz carbonique atteindra 600 ppm vers le milieu du XXIe siècle, ce qui se traduira par une augmentation moyenne de la température de l'atmosphère terrestre de 3 degrés. Les conséquences de cette augmentation seront catastrophiques pour le continent nord-américain. L'augmentation des températures ambiantes entraînera une évaporation plus forte de l'intérieur du sous-sol. Les grandes exploitations agricoles du cœur des États-Unis seront les plus fortement touchées par cet assèchement accru. On estime que la teneur en eau du sol diminuera de 50%. Bien sûr, ces conséquences désastreuses ne seront pas limitées à l'Amérique du Nord. À l'exception de l'Inde et du sud-est asiatique, de nombreuses régions de l'hémisphère nord connaîtront un assèchement analogue. Les greniers de Chine, d'Union soviétique et d'Europe en souffriront.
D'après les prévisions, les principaux greniers du monde subiront une baisse de production de 20%. L'abus de combustibles fossiles, qui sont à la base même de la civilisation moderne, menace l'environnement de la Terre. Depuis la naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, l'évolution normale de la nature a peuplé la mer et la terre avec la faune et la flore. C'est grâce à l'abondance de la flore que l'homme et le reste du règne animal ont eu la possibilité d'évoluer et de se développer. Mais l'homme a opté pour une civilisation fondée sur la consommation de cette flore. Dans le désert aride du sud-ouest des États-Unis se trouve une petite ville dont les installations font appel à la technologie offerte par la civilisation moderne. Le cœur de la ville est constitué par un terrain de golf et un lac artificiel entouré de résidences. Pour vivre confortablement dans cette région très sèche, il faut consommer d'énormes quantités de combustibles fossiles. Cette ville est la représentation d'une humanité qui a perdu son patrimoine hérité de la forêt. Notre planète n'a plus aucune forêt dans laquelle l'humanité pourrait se développer. La seule frontière que l'homme puisse encore explorer, c'est celle de l'espace. Mais trouver des forêts dans l'espace est une quête infiniment plus difficile que celle du Saint Graal. Avec son environnement extrêmement hostile, l'espace n'a ni atmosphère, ni eau. La création d'une nouvelle forêt dans l'espace ne sera guère facile. On a répertorié quelques 2 millions d'espèces vivantes sur la Terre. Les conditions dans lesquelles ces espèces évoluent depuis 4,5 milliards d'années restent équilibrées mais fragiles. Si notre civilisation détruit l'environnement de la planète, l'aboutissement de ces 4,5 milliards d'années sera anéanti. Les différentes mutations que l'on observe actuellement dans l'environnement sont les signaux d'avertissement émis par la nature. À la fin de cette série d'émissions, nous allons revoir les miracles forgés par la nature dans le processus de création de la Terre, qui abrite non seulement l'humanité, mais tous les organismes vivants qui font partie intégrante de l'existence de cette Terre. Nous revoici à Guilin, en Chine. Ce paysage témoigne du pouvoir qu'ont les organismes vivants
pour transformer l'environnement terrestre. Ces colonnes rocheuses aux formes étranges ont été créées par des algues microscopiques qui ont transformé le gaz carbonique en calcaire dans la mer. Voici la mer du récif corallien de la Grande Barrière en Australie. Le processus de transformation en calcaire du gaz carbonique contenu dans l'eau de mer continue de se dérouler comme il le fait depuis des milliards d'années. Ces organismes vivants maintiennent aux niveaux appropriés la quantité de gaz carbonique contenue dans l'atmosphère terrestre. Grâce à la photosynthèse, ces mêmes organismes ont peu à peu donné à l'atmosphère de notre planète la plus grande partie de l'oxygène qui y règne aujourd'hui. La proportion d'oxygène dans l'atmosphère terrestre est de 21% pour 0,03% de gaz carbonique. La température moyenne de l'atmosphère est de 15 degrés. C'est ce climat tempéré qui permet à l'humanité et au reste de la vie de prospérer sur Terre. Une petite algue insignifiante a joué le premier rôle dans de nombreux chapitres des 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre. En 10 000 ans de civilisation, l'homme menace de bouleverser l'équilibre dont il a hérité. La Terre, notre demeure, est sertie dans l'espace telle une pierre précieuse. Aujourd'hui, cette demeure est toujours colorée en vert et bleu entrelacée de blanc. La vie nous a été transmise par la nature, à nous de la transmettre à nos enfants.